Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à cet épisode de notre émission Kalam 2.0. Nous sommes aujourd'hui en la compagnie de M. Khalid Sarraj, doyen de la faculté de médecine et de pharmacie d'Oujda. Un prompt résumé de son parcours, il obtient son bac AFES pour ensuite entamer des études en médecine à la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat. Suite à quoi, il est nommé chef de service de médecine interne au centre hospitalier universitaire Mohamed VI d'Oujda. Il finit enfin par devenir doyen de la faculté de médecine et de pharmacie d'Oujda. Nous commencerons donc par lui demander de nous parler un peu de son parcours. Bonjour Monsieur Sarraj, et merci de nous accueillir chez vous, dans votre bureau, au sein de la faculté de médecine et de pharmacie d'Oujda. On va quand même commencer par une petite question qui est de votre parcours, si vous pouvez un peu présenter votre parcours. مرحبا بكم في la fac de médecine de l'Oujda. Merci bien sûr pour l'invitation. Ça fait toujours plaisir de voir les jeunes s'exprimer de différentes manières, et notamment la vôtre, en l'occurrence, venir vers nous et chercher des infos et s'ouvrir sur des horizons différents. Ce que je peux vous dire, c'est que la faculté de médecine de pharmacie d'Oujda tient vraiment à jouer tout son rôle en ce qui concerne l'ouverture sur les autres établissements. Et là, vous êtes juste en train de commencer à concrétiser quelque chose qui nous tient à cœur et qu'on a l'intention de vraiment de mettre en application dans les années à venir. Alors, en ce qui concerne mon parcours, moi je suis natif de Fès. Je ne sais pas si vous voulez la date de naissance. C'est pas grave, ça ne me complexe pas. C'est 4 mars 1978, bachelier de Fès, sciences mathématiques. J'ai commencé les études médicales en 1994 et j'ai eu mon doctorat de médecine en 2002. Puis la spécialité en médecine interne, hématologie et maladies infectieuses. Et en 2008, j'ai passé le concours de professeur assistant en médecine interne à la faculté de médecine et de pharmacie de Oujda. Et donc voilà, donc il y a le tiers premier à Fès, le tiers deuxième à Rabat et le reste actuellement jusqu'à maintenant à Oujda, où j'ai eu mon agrégation, ma chefferie de service et bien sûr le titre de professeur d'enseignement supérieur en médecine interne et bien entendu actuellement la confiance du gouvernement et de Sa Majesté par rapport au poste de doyen de la faculté de médecine et de pharmacie d'Oujda. Et bien sûr l'expérience à Oujda est une expérience tout simplement très très riche, très très dense, plein de choses très très bonnes et qui reflètent tout simplement la dynamique dans laquelle s'inscrit la ville d'Oujda. Et pour ce qui nous concerne, le service pour nous c'est quelque chose qui nous tient à cœur et qui nous permet de jouer pleinement notre rôle en tant que citoyen, pas seulement en tant que médecin, puisque à travers le service de médecine interne du CHU d'Oujda, on a pu mettre en place un dispositif de prise en charge des malades atteints de cancer du sang, et notamment la greffe de moelle osseuse, donc quelque chose qui n'existait pas dans la région de l'Oriental. Les malades avaient à se déplacer vers les autres villes, et ça c'était vraiment quelque chose de particulièrement difficile, voire même impossible pour des gens aux ressources limitées, et pour des gens qui sont non seulement à ressources limitées, mais des gens qui ont des pathologies graves, qui les handicapent sur le plan à la fois physique et à la fois psychologique. Donc voilà, et puis bien sûr, dernière en date, ma nomination à la tête de cet établissement. Donc, voilà, je dirais, un bref aperçu du parcours. Donc une question s'impose quant à la conjoncture actuelle, il faut absolument que je vous pose comment vous avez vécu la crise de la Covid. Alors c'est vrai que je l'ai vécu en tant que citoyen, en tant que médecin, en tant que responsable, en tant que citoyen, en tant qu'humain tout simplement. On a été tous un peu sidérés au départ, on a été perplexes, on a été, je dirais, angoissés par cette créature qui venait d'apparaître et qui était invisible, qui est toujours invisible bien sûr, et on ne sait toujours pas l'issue un peu des choses. C'est vrai que ça commence à s'éclaircir un tout petit peu, mais il y a, je dirais, encore plus
de questions que de réponses par rapport à cette histoire de pandémie Covid-19. Donc naturellement, on est des êtres humains, donc on avait peur pour nos familles, pour nos enfants, pour notre pays. Et là, je peux vous dire que la politique adoptée par l'État marocain, à sa tête par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, c'était une politique qui est d'une réactivité extraordinaire et d'un pragmatisme extraordinaire qui a fait que le Maroc actuellement, il est ce qu'il est par rapport à la gestion de la pandémie, et on peut s'en réjouir. Et ça me conduit à parler de comment j'ai vécu la pandémie en tant que médecin. En tant que médecin, je me suis tout simplement rendu compte à quel point on peut tirer des leçons des situations les plus délicates, des situations les plus difficiles. On a su par exemple que tout simplement la santé c'est quelque chose d'indispensable. Quand il y a la santé, on peut tout avoir. Quand il n'y a pas la santé, peut-être qu'on ne peut rien avoir. Le monde s'est arrêté parce que justement il y avait un problème sanitaire grave. Il est toujours à l'arrêt et la condition finalement sine qua non pour que ça reparte, c'est que justement cette pandémie se termine et qu'on commence à voir un peu le bout du tunnel. On a appris aussi un certain nombre de choses par rapport à notre fonctionnement au niveau hospitalier, au niveau de notre système sanitaire de manière générale. Par exemple, on sait maintenant qu'il nous faut des disciplines à part entière, l'hygiène hospitalière, la médecine de catastrophe, en termes d'enseignement, le e-learning, l'enseignement distanciel qui paraissait quelque chose de totalement impossible et de toutes les manières d'accessoires. On se rend compte actuellement à quel point ça doit faire partie structurante de notre dispositif pédagogique, pour la simple raison que si jamais il y a quelque chose d'autre qui va arriver dans l'avenir, qu'on ne soit pas dans le tâtonnement et qu'on soit avec un dispositif qui est réactif. Voilà, donc moi je pense, pour récapituler, en tant qu'humain, en tant que citoyen, vous connaissez la réponse, puisqu'on est un petit peu, on regarde la chose du même angle. Du point de vue du médecin ou de l'enseignant, voilà, moi je pense que il faut tirer les leçons qui s'imposent pour l'avenir, et je pense que c'est en train d'être fait. Et voilà, j'espère qu'il n'y aura pas d'autres situations catastrophiques comme ça, mais si jamais il y en a, eh bien peut-être que c'est le moment d'avoir les leçons, de tirer les leçons qu'il faut pour faire face. Je voulais vous demander ce que vous pensez de l'avancement de la nanotechnologie dans le milieu de la médecine. En tant qu'ingénieur, je pense que c'est important d'un peu de parler du côté un peu scientifique de la chose. Et surtout, ce que vous en pensez au niveau de l'implémentation de ce domaine au niveau du Maroc. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'une implémentation quelconque, même théorique? Alors, à ma connaissance, c'est encore limité au Maroc. Ce que je peux dire, c'est que, bien sûr, on est beaucoup moins bien placé que vous pour statuer sur la chose, ni techniquement donner un avis, mais je sais que, par exemple, en ce qui concerne la pandémie Covid-19, le vaccin, un des vaccins les plus vendus, qui ont eu le plus de succès, c'est le vaccin de Pfizer-Moderna, qui est un vaccin basé sur la nanotechnologie, puisque c'est des nanoparticules qui transportent le matériel ARN du virus vers le site immunitaire. Et donc, là, ça montre grandeur nature, je dirais, à quel point la nanotechnologie, c'est quelque chose de particulièrement important et c'est quelque chose qui représente une piste d'avenir pour un certain nombre de maladies que la médecine, avouons-le, n'a pas encore réussi à faire face de manière efficace. Moi, je parle notamment des cancers, par exemple. On sait que la pathologie maligne et les cancers, de manière générale, sont des maladies pour lesquelles la médecine est un peu impuissante. Et pourquoi elle est impuissante? Eh bien, parce que d'abord, on manque bien sûr de compréhension par rapport aux différents mécanismes, mais on manque aussi de compréhension par rapport à la manière avec laquelle les médicaments vont arriver au site atteint, l'organe atteint par le cancer,
Parce que finalement, pour qu'un médicament soit efficace, il faut qu'il diffuse, qu'il arrive à destination. Et pour qu'il puisse arriver à destination, il faut, entre autres, ces nanoparticules. Moi, je pense que s'il y a un domaine qu'il va falloir, côté médecine, s'il y a un domaine qu'il va falloir exploiter, c'est bien le domaine de la cancérologie et de la thérapie anticancéreuse, puisque c'est le besoin finalement le plus pressant, le plus important. Bien sûr, avec tous les garde-fous, toutes les garanties pour faire en sorte que ces nanoparticules qui suscitent le débat et parfois les angoisses, souvent inutiles, il ne faut pas que ces nanoparticules se transforment en maladie à part entière, donc il faut qu'il y ait le dispositif sécuritaire nécessaire pour justement sécuriser les études cliniques et les process de recherche et de production des différents médicaments en question. Alors bien sûr au Maroc, pour revenir à votre question, au Maroc c'est un peu encore limité et clairement il va falloir qu'on s'y intéresse de manière plus sérieuse. Il faut peut-être qu'on cesse d'être un peu les consommateurs des médicaments, les consommateurs de la science. Il faut qu'on commence à devenir producteurs de cette science et on a des potentialités pour ça et moi je pense que rien ne nous empêche d'être justement pionniers en la matière. Donc justement, en parlant donc la nanotechnologie dans le domaine de médecine, c'est un exemple d'interdisciplinarité entre l'ingénierie et la médecine. Mais est-ce qu'à votre connaissance, est-ce qu'il y a d'autres domaines d'interdisciplinarité? Est-ce qu'il y en a assez? Et est-ce que vous en avez entendu parler, principalement aussi à l'université du Maroc, à Oujda? Alors, l'interdisciplinarité, j'ouvre juste une petite parenthèse pour dire que la faculté de médecine pharmacie d'Oujda commencera à organiser des assises scientifiques interdisciplinaires. Et ces assises vont être à chaque fois organisées ou en tout cas co-organisées par la faculté et par un des établissements universitaires de l'université Mohamed Ier. Ça c'est juste pour vous dire à quel point on attache beaucoup d'importance et on fait un chantier prioritaire de cette interdisciplinarité. Il y a des établissements avec lesquels l'interdisciplinarité elle est là, de nature. Je parle par exemple de la fac de sciences qui fait les sciences fondamentales et on sait qu'on ne peut pas avoir de médecine clinique sans les aspects fondamentaux. Donc avec la faculté des sciences, il y a quand même quelque chose qui est là de nature. Par contre, justement, et pour revenir à l'aspect technologie et médecine, je pense qu'il n'y a pas suffisamment encore de coopération, de collaboration entre la faculté de médecine et les autres établissements. Je parle notamment de l'EST, de l'ENSA, de la faculté d'économie et de droit pour les aspects relatifs à tout ce qui est médico-légal, à tout ce qui est économie de santé. Je pense que la médecine, la santé, il n'y a pas plus central que la santé, il n'y a pas plus carrefour que la santé. Et donc, s'il y a un établissement qui doit jouer ce rôle de carrefour et d'axe central autour duquel vont graviter un petit peu les autres établissements avec comme objectif final, comme objectif ultime, la santé de la population, c'est bien la faculté de médecine. Donc, c'est pour ça qu'on a pris un peu, entre guillemets, le taureau par les cornes et on a commencé à agir dans ce sens. Et la première assise, d'ailleurs, va avoir lieu à la fin mars. Justement, ça va être entre la faculté de médecine et le ST, et ça va être autour justement de l'impression 3D et la mise en place des dispositifs médicaux grâce à l'impression 3D, à la technologie d'impression nouvelle génération. Et puis bien sûr le reste suivra et certainement l'ENSA va faire partie des établissements partenaires dans cette démarche. Donc, sinon je voulais aussi parler donc on avait abordé un peu le côté de la digitalisation un peu au niveau du Maroc. Donc il y a eu une étape de digitalisation de documents, un peu dû au Covid, donc pour éviter la contamination par les documents physiques. Est-ce que vous pensez que la sécurité sociale, par exemple, est-ce que vous pensez qu'elle bénéficierait d'une telle digitalisation? La réponse est oui. La réponse est oui, surtout que le Maroc, on est content d'avoir ça, s'inscrit dans une démarche de couverture sociale efficiente et généralisée.
le système RAMED va être remplacé par un autre système beaucoup plus efficient, beaucoup plus général, et dans lequel vont être intégrés l'ensemble de la population marocaine. Je pense qu'on ne peut pas mettre dans un système donné 35 ou 40 millions d'habitants sans qu'il y ait derrière la plateforme technique et bien sûr le moins de paperasse possible et le plus de fluidité possible et le plus de digitalisation possible. Donc la réponse est oui, clairement, parce qu'on va avoir besoin de ça, non pas comme un luxe, non pas comme un accessoire, non pas comme quelque chose qui va juste optimiser l'usage des documents ou le circuit des patients, mais en tant que quelque chose de vraiment vital et de vraiment nécessaire, indispensable pour le circuit des soins de nos patients. Donc je pense qu'on touche à la fin de notre émission. Donc comme il est coutume, on va vous poser un portrait chinois. Je vous explique le principe, il est simple. Je vais vous poser 3 questions je vais vous demander si vous étiez 3 types d'objets ou d'animaux. Donc je vais vous poser directement la première question. Donc c'est si vous étiez un objet du quotidien, n'importe lequel serait-vous? Je suis médecin, donc je choisirais le médicament, peut-être. Au quotidien, on sait à quel point le médicament est nécessaire pour les gens. Moi, je dirais que j'ai passé peut-être une grande partie de ma vie professionnelle à batailler pour qu'il y ait un accès des patients et à titre, on va dire, démocratisé et égal à tous les médicaments dont ils ont besoin, notamment les malades qui ont des pathologies graves. Moi, je dirais avec ça, est-ce que j'ai le droit de faire un deuxième objet? Bien sûr. Le stéthoscope pour écouter non pas le corps mais le cœur des gens, parce qu'on parle avec la langue, on pense avec la tête, mais c'est surtout ce qu'on sent qui est le plus important. Je pense que le stéthoscope, c'est très symbolique des gens qui se parlent à travers le transfert plus affectif que le transfert intellectuel ou mental pur. D'accord. Alors, donc, deuxième question. Si vous étiez un animal, lequel serait-vous? Un animal. Est-ce que vous connaissez un animal qui s'appelle le wombat? Non. W-O-M-B-A-T. Alors, le wombat, c'est un mammifère qui vit en Australie. Ça ressemble à un osson. Et c'est un animal qui est réputé pour sa serviabilité. Il passe son quotidien à creuser des terriers. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous savez qu'il y a beaucoup d'incendies en Australie, surtout en saison chaude, et ces terriers servent à tous les animaux, n'est-ce pas, pour se réfugier, pour se mettre à l'abri, pour fuir un peu les incendies mortels. Et donc c'est, je dirais, le prototype de l'animal serviable. Je pense qu'on est médecin, on est marocain, on est citoyen, on aime notre pays. La serviabilité, c'est quelque chose de nécessaire, et donc moi, je pense que cet animal très sympathique, je vous invite à consulter internet et regarder à quoi ça ressemble. C'est un animal d'ailleurs très très sympathique de vue comme ça, et qui incarne cet aspect générosité, cet aspect grâce et cet aspect serviabilité. D'accord. Et donc pour finir, si vous étiez un livre, un livre. Alors un livre, j'ai 2 livres. Vous pouvez les dire tous les deux. Parce qu'ils sont complémentaires en fait. D'accord. Alors il y a, je vais peut-être vous étonner, mais vous connaissez Machiavel. Bien sûr. Il y a le livre Le Prince, et il y a plein de livres qui ont été publiés sur Machiavel, avec une connotation toujours négative. Moi je pense que Machiavel dit quelque chose d'assez intéressant, sur laquelle tout le monde n'est pas forcément d'accord, c'est que la fin justifie les moyens. Mais les gens oublient une chose, c'est que Machiavel dit aussi que, à condition, à la deuxième partie de la phrase, qu'à condition que la fin soit bonne. Donc il y a là quand même une moralité de la fin. Alors l'aspect justification des moyens, ça c'est le 2e livre. C'est c'est une sommité mondiale de la bioéthique, de l'éthique médicale, de l'éthique de manière générale. Un certain M. Bousteni, c'est un Libanais, qui a fait un livre sur la bioéthique et qui nous donne la recette finalement comment non seulement la fin
peut être bonne, mais aussi les moyens. Donc moi je pense que si on prend la peine de lire ces deux bouquins, il faut les lire ensemble, l'un après l'autre, pour que ce soit, c'est comme un puzzle qu'on constitue, eh bien on se rend compte que finalement on peut arriver à la bonne fin avec les bons moyens. Donc voilà, Boustani avec son livre et Machiavel avec le sien. Merci beaucoup, M. Serraj. Merci à vous. Chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis jusqu'à maintenant. J'aimerais d'abord remercier M. Khalid Serraj pour son hospitalité. J'aimerais aussi remercier M. Wassim El-Haoui, président de l'Alinsao, pour son soutien constant. J'aimerais enfin remercier toute l'équipe technique qui veille à la réalisation de cette émission. Nous vous retrouverons bientôt avec un nouvel invité sur Kalam 2.0.